pour la Tour First. Donc on a un site qui impacte fortement sur la conception, au-delà du programme. Comment vous êtes nourri de ce site pour réaliser ce chantier? Je vais vous parler de deux sujets. Le phénomène, le fait que l'on intervienne sur des bâtiments existants. Ça, c'est la première contrainte. Le bâtiment, il est là. Et on va faire un nouveau projet, mais on doit passer d'un état A à un état B. Donc les contraintes de bâtiments existants. Donc ça, c'est une première problématique. Deuxième problématique, c'est la pollution des bâtiments. Dans les années 70, on a des bâtiments qui sont amiantés. Et donc le but du jeu, évidemment, c'est de purger tous ces bâtiments de l'amiante. Et en l'occurrence, sur le projet First, le fait que le désamiantage aurait pu générer 1 an de plus sur le délai global, ce qui nous a amené à revoir complètement nos phasages, nos modes opératoires. Et donc il a fallu gérer le croisement de ces flux, ces 600 personnes qui se sont croisées sur 10 niveaux à peu près pendant 6 mois, donc une gestion de planification très fine. Pour tenir ce délai, on avait environ 40 camions jour, soit à charger, soit à décharger, puisque on restructure, donc vous avez des flux sortants, des flux entrants simultanément. Et il fallait gérer cette problématique avec un logiciel qu'on a développé, c'est un logiciel maison qu'on a développé qui s'appelle IA-Pro, et qui a permis de gérer tous les camions en flux tendu, avec 4 points de déchargement, 6 lifts à utiliser et 350 destinations possibles d'un colis. Ça a été une des contraintes majeures de l'opération. Il fallait régler ce problème-là pour tenir le fameux délai. Alors le phasage est très important. On doit savoir les incidences sur l'exploitation 1 an avant. On doit programmer 1 an avant. À l'été précédent, on doit commencer à programmer les incidences de phasage. Donc savoir les périodes où on est obligé d'interrompre l'exploitation en nuit courte ou en nuit longue. C'est-à-dire les nuits courtes, c'est entre 1h du matin et 5h du matin. Ou en nuit longue, on peut commencer vers 9-10 heures, après les grands flux. Vous avez des tolérances à la RATP sur ça, justement? Ah non, on n'a pas de tolérance. Il y a des pénalités très importantes au niveau des entreprises si le trafic ne reprend pas à l'heure indiquée. D'accord. On travaille pratiquement jour et nuit pendant ces périodes. Voilà, c'est ça. Barbara Annie, ces questions de phasage, c'était important dans ce chantier du tramway? Oui, techniquement, bon, c'est un chantier en site complexe, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. C'était compliqué sur des questions de responsabilité. Parce que souvent, c'est des problèmes comme cela qu'on n'attend pas. Comme il y avait 2 maîtrises d'œuvre, il a fallu avoir un phasage très très précis pour que chaque maîtrise d'œuvre puisse... On a fait le bâtiment, en gros, pour faire simple, et à l'intérieur, il y a les rails du tramway et tous les équipements associés au tramway qui pénétraient à l'intérieur du bâtiment. Et là, ça a été assez complexe de pouvoir donner des zones de façon précise, avec des limites de responsabilité claires, pour savoir s'il y avait des ouvrages dégradés ou pas, où étaient les interfaces. Et encore une fois, ça revient à la question qu'on a soulevée tout à l'heure, c'est-à-dire la compréhension des uns et des autres, des contraintes des uns et des autres, ça a complexifié le chantier. Mais pour une question bête de responsabilité qui s'est révélée essentielle en réalité. On a visé 10 000 plans et croquis pour faire ce projet, ce qui donne une idée de la bagarre, puisqu'il s'agit de ça quand même, de la bagarre qu'il y a eu entre tous les intervenants, surtout au début. Ensuite, les pièces du puzzle se sont imbriquées, on a appris à se connaître, mais au début c'était une guerre de tranchées forcément. Chacun restait sur ses positions, il y avait la pression du maître d'ouvrage pour aller vite, et là on l'a senti nous très nettement, au bout de 6 mois, ça commençait à basculer et au bout d'1 an, ça y est, ça s'est imbriqué et c'était devenu le chantier de tout le monde. On accorde beaucoup d'importance maintenant à la manière dont le projet finalement peut se dessiner par la contrainte. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à la question formelle, hein, elle est évidemment centrale, mais c'est une autre manière d'y arriver. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, que vous souhaiteriez dire, et peut-être un petit mot de conclusion, on va faire un tour de table. C'est le côté aventure humaine que je vais retenir, le côté dialogue, écoute, dialogue. Il y a une autre donnée fondamentale qu'on a retrouvée à travers les 4 interventions. Moi, je dirais que quand on parle des phasages, quand on parle de tout ça, c'est qu'on a réfléchi un petit peu avant. On a anticipé. Donc la clé c'est l'anticipation. Réfléchir avant, pas se précipiter, trouver la meilleure solution adaptée. Et quand on est sûr que c'est la bonne solution, on part tous dans le même sens. C'est ce que je retiendrai, oui. Thierry Bosquet ? Moi, ce que je peux retenir de ce projet, c'est d'arriver à travailler ensemble. On a peu appris à se connaître et on arrive à travailler ensemble entre de grandes maîtrises d'ouvrage publiques, qui n'est pas quelque chose d'évident au départ. Christophe Delage ? Moi, je retiendrai, j'apprécie beaucoup ce qui a été dit, parce que c'est très juste, autant sur la contrainte, le site contrainte qui forme le bâtiment et les géométries qu'on trouve, même une façade, comme l'a dit très justement mon confrère. Il y a les aventures humaines qui sont importantes.
Et alors, ce que je retiendrai de plus formidable finalement, enfin de plus formidable, il n'y a rien de plus formidable qu'autre chose, mais cette avancée dans la technologie qu'on a aujourd'hui et ces contrastes qu'on trouve à travers le mélange d'équipes. Moi-même, je suis une petite agence, je représente une petite agence, mais en revanche, derrière moi, il y a un gros projet qui prend en compte des ingénieurs d'une très grande faculté à résoudre des problèmes, des défis monumentaux. Et aussi, je collabore là sur ce projet avec un groupe, avec une agence d'architecture internationale qui a une autre dimension que la mienne. Et pourtant, on travaille ensemble avec voilà, donc c'est cette technologie, cette avancée technologique dans le projet qui arrive à nous réunir, alors que je pense qu'il y a quelques années en arrière, on n'aurait pas pu faire ce genre de choses. Marc Barani, vous voulez rajouter Oui, je voudrais rajouter une chose. Effectivement, on se rend compte quand on est dans des projets complexes, on est à la recherche idéale de la prise Péritel qui ferait que l'information passe de façon parfaite entre tous les intervenants ou en tous les cas tous les savoir-faire. Et moi je milite, comme je viens du Sud, donc c'est quelque chose de très important pour moi, pour le malentendu. Il faut qu'il y ait une petite dose de malentendu dans tous ces projets parce que c'est ce qui permet l'ajustement des pièces au sens d'un puzzle. C'est-à-dire que si tous les savoir-faire s'emboîtent parfaitement, on arrivera à un enfer dans lequel il n'y aura plus de choix possible. Et l'expérience qu'on a eue de ce projet, c'est que c'est des successions de malentendus cadrés, évidemment, sur lesquels on est revenu par la suite, mais qui ont permis à chacun de cheminer, de s'approprier le projet. Mais je pense que cette question du malentendu, il faut la cultiver, il faut la mettre à sa juste place, sinon on va être complètement dépendant de faux problèmes, de systèmes tellement sophistiqués qu'on ne saura plus les gérer, et qu'au moindre bug, voilà, on n'arrive pas à se retourner autour de la table parce qu'il y a 3 flocons de neige. Eh bien, messieurs, je vous remercie d'avoir participé à ce débat du bâtiment consacré aux constructions en milieu hostile et aux chantiers difficiles. Merci beaucoup.